citoyen et surtout la voix du citoyen est tenue en compte. Vous savez, Chanteloup est une ville particulière. La question du vivre ensemble se pose Plus depuis... qu'ailleurs, excusez-moi de vous couper, parce que Chanteloup, je crois qu'il y a 50% d'habitants dans les quartiers, 50% hors quartier, si je parle sous votre contrôle sur le sujet. C'est à peu près ça, oui. Donc effectivement, c'est plus qu'ailleurs. Continuez. Donc c'est plus qu'ailleurs, effectivement. Et la question du vivre ensemble, elle se pose parce que on a eu cette affaire Babylou. Donc, il y a une procédure judiciaire qui est toujours en cours et j'ai pas à rentrer dans le détail. Mais vous avez votre avis à donner. Bien évidemment, et je le ferai si vous me posez la Et question. c'est prévu. Donc je disais, il y a eu cette histoire Babylou qui a finalement sali l'image de la ville. Donc la rénovation urbaine, on peut en parler, mais il faut aussi qu'on parle de ces questions-là. Il y a des habitants qui ont été stigmatisés, tous les habitants de Chanteloup, et tout particulièrement la communauté musulmane, on peut le dire, puisqu'il y a eu quand même quelques sous-entendus assez forts, et je n'ai jamais entendu mon adversaire s'exprimer très clairement sur cette question-là, et je trouve ça regrettable. Et donc je veux créer un comité du vivre ensemble, qui sera un espace de réflexion et de débat. Et je veux même lancer, d'ailleurs le projet est quasiment bouclé avec certains acteurs associatifs, des forums populaires, des universités populaires, pour faire venir des personnalités et libérer la parole des habitants. Parce que je peux vous dire qu'au quotidien, je rencontre beaucoup d'habitants et ils ont beaucoup de choses à dire. Donc je crois qu'à Chanteloup, on a besoin de démocratie. Justement, je voudrais juste qu'on revienne un instant, puisque vous l'avez évoqué, l'affaire Babylou. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à un maire, quel qu'il soit, lorsqu'un conflit du travail, parce que vous le savez, vous comme moi, et encore mieux que moi, que cette histoire n'est qu'un conflit du travail entre deux personnes, et que ce conflit de travail a été repris par la machine politique et médiatique, et notamment sur le côté musulman, etc., qui fait que ça a totalement échappé à tout maire et à toute municipalité. Alors il y a encore une fois... Je vous ai senti avoir un reproche, mais en même temps, remettons l'affaire Babylou, parce qu'elle est extrêmement complexe et simple à la fois. J'ai d'ailleurs lu votre papier dans la Gazette, le vôtre, ou je sais. Dans le journal La Gazette du Menton, un dossier a été fait sur le sujet. Sous votre direction, et j'ai reconnu d'ailleurs la plume d'un certain Pierre Cardot. En tout cas, il a dû vous donner pas mal d'informations. D'interview, oui. Effectivement. Mais c'est un autre débat, c'est un autre média. Pour revenir à l'affaire Babylou, effectivement, il y a un conflit à la base entre un employeur et un salarié qui d'ailleurs est présent dans l'association depuis de nombreuses années. Traditionnellement, dans les entreprises, ça se règle à travers une rupture conventionnelle. J'ai un ami avocat qui en signe une par semaine des ruptures conventionnelles, donc c'est pas quelque chose de très compliqué à faire, pour un avocat du moins. Aucun accord n'a été trouvé, effectivement, il y a une procédure judiciaire, jusqu'ici, il n'y a rien d'exceptionnel, si je puis dire. Ensuite, il y a une médiatisation de l'affaire. Et mon adversaire a pris la parole. Et je ne l'ai pas entendu, au départ, notamment, rassurer sur la situation à Chanteloup-les-Vignes. On a écrit tout et n'importe quoi. J'avais même parfois l'impression qu'on était à Bamako. Lorsque le 19 mars, à la suite de la décision de la Cour de cassation, j'entendais certaines personnes, notamment Jeannette Bougrabe, nous dire qu'à Chanteloup, finalement, les musulmans ne voulaient plus de l'association Babylou et ne voulait plus la laïcité. Pourquoi Bamako ? Je crois qu'il était... Comment ? Parce qu'il y avait la guerre à l'époque, l'intervention française au Mali. C'était par rapport à ça. D'ailleurs, Bamako est une très belle ville. Pour revenir à ce que je disais, j'aurais aimé l'entendre défendre l'image de Chanteloup de façon plus offensive et notamment rassurer, y compris les Chantelouvais, sur la présence musulmane dans la ville. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait. Mais justement, quand elle fait une comparaison, notamment au journal de France 3, c'était au début de l'affaire, et elle évoque cette question de des cantines et de la viande halal dans les cantines, alors qu'il n'y a jamais eu de demande formelle des habitants sur cette question-là. Il y a peut-être des gens qui, à titre individuel, le voudraient. Le fait est que ce n'est pas le cas, et il n'y a pas de raison que ça change, d'ailleurs, à ce niveau-là. Mais c'est une maladresse qu'il vaut mieux éviter quand on est maire. Alors, je disais tout à l'heure que c'est 50% quartier, 50% centre-ville, avec un pourcentage de gens issus de l'immigration non négligeable. Mais tous ces gens-là, en même temps, sur l'affaire Babylou, on ne les a pas entendus. On n'a pas entendu des gens se regrouper pour dire nous dénonçons cet acharnement médiatique, nous nous organisons de manière à donner la réalité des faits. C'est-à-dire que quelque part, on a eu l'affaire Babylou, on a eu Madame le maire, et le reste, je serais tenté de dire l'action citoyenne totalement absente. Vous savez, quand 1000 personnes prennent les devants, il en faut toujours une à l'avant pour les guider. Or, si on n'a pas de maire... Vous êtes un leader ?
Comment? Vous êtes un leader politique. Vous l'avez rappelé vous-même, c'était une affaire entre un employeur et un salarié. On m'a demandé d'intervenir pour organiser un certain nombre de réunions entre acteurs associatifs notamment, ce que j'ai fait. Je l'ai fait en tant qu'acteur associatif, en tant que citoyen et en tant qu'élu. Je considère avoir joué mon rôle. Après, je crois qu'il n'était pas dans l'intérêt de Chanteloup non plus d'instrumentaliser cette affaire. Il fallait ne pas répondre aux médias. Et d'ailleurs, lorsque plus personne ne donnait suite à ce qui était écrit Si on dans ne les répond pas aux journaux... médias, c'est qu'on acquiesce ce qui est dit. Oui et non. Ah, Arnaud Richard s'est exprimé sur ce sujet. Ah, je ne l'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu, ok. C'est dire s'il fallait chercher pour avoir les infos. Alors, j'ai regardé aussi votre programme et j'ai bien vu que les transports étaient un élément extrêmement important de vos projets. Vous parlez de diversifier les modes de transport. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, au niveau des transports, il y a d'abord la mobilité interne dans la ville, même si c'est une petite ville, et puis la mobilité de Chanteloup vers l'extérieur. Sur la mobilité interne, on a un certain nombre de personnes, notamment des personnes âgées, qui n'ont pas de moyens de déplacement et qui, pour faire des courses, acheter un journal, ou aller au tabac, doivent prendre quasiment un après-midi. Parce qu'en interne, il y a très peu de navettes. Et ça, c'est un vrai problème qu'il faut régler, en tenant compte, bien sûr, de la situation budgétaire de la ville. Ensuite, au niveau des transports de Chanteloup vers l'extérieur, il faut savoir, si on prend les lignes de bus, que la ligne 15 a été supprimée, il ne reste que la ligne 25 pour aller vers Poissy, et la ligne 12 qui fait Vernouillet-Cergy ou Vernouillet-Achères en passant par la gare de Conflans-Findoise. Cette ligne-là n'est active qu'aux heures de pointe le matin et le soir. Donc la journée pour se déplacer, et quand on sait qu'il y a beaucoup de chômeurs qui cherchent un emploi à Chanteloup, c'est compliqué d'y aller en transport. Et je ne crois pas que l'agglomération avec ces 2 voitures électriques va combattre le chômage sérieusement avec ça. Justement, sur ce point, vous avez parlé de suppression de lignes. C'est de la compétence de la région, notamment du STIF, qui met ou retire des lignes. Oui. Le STIF aujourd'hui, c'est Jean-Paul Huchon, quelque part derrière. Oui, qui me soutient d'ailleurs, et je le remercie. Donc ce sont vos amis, pour être très clair. Il n'y a pas d'amis en politique, il y a des partenaires, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors, Vous faites il reste partie de quand la même, même c'est famille politique. il reste C'est quand même, vrai. c'est votre couleur politique qui est à la tête de la région. S'il y a eu des retraits de lignes, c'est quand même la région qui est à la manœuvre et non pas la localité. Oui, mais si elle le fait, c'est bien qu'il y a des raisons. Quand il y a des bus qui sont caillassés, que la sécurité n'est pas assurée dans la ville, alors effectivement, oui, la région... peut Caillassé prendre dans quel secteur? Dans la cité notamment. Exclusivement dans la cité? Alors c'était essentiellement dans la cité. Non, mais les problèmes d'insécurité entre guillemets Mais dans ça les transports, ça joue dans la prise de décision. qu'est-ce que vous mettrez vous en place pour amener plus de sécurité dans les transports et notamment dans le quartier? Pour revenir au transport d'abord, parce que la sécurité, c'est encore autre chose. Alors, les transports... Alors finissons c'est sur le parti. transport, vous avez raison. Sur les transports, il faut reprendre des négociations impérativement. On sait que le RER-E, qui est très cher à certains candidats, d'ailleurs dans le Mantois, et qui vont, je pense, influer pour que cela aille plus vite au niveau du projet donc de prolongement de Haussmann à Mantes-la-Jolie en passant par Poissy et Vernouillet. Il faut reprendre les négociations au minimum 3 ans avant la réalisation du projet, donc au minimum avant 2017, pour demander davantage de lignes de bus, notamment vers Vernouillet et vers Poissy, parce que le RER-E ne passera pas par Chanteloup. En revanche, il faut avoir une politique volontariste en la matière pour rejoindre ces 2 villes et développer le transport. Alors je reviens sur la sécurité dans les Et transports. j'ajoute d'ailleurs que j'ai rencontré un certain nombre de personnes de la RATP, notamment le chef de projet de la RATP, dont je ne citerai pas le nom, pour des raisons Vous de l'avez un peu cité là quand même, le confidentialité. chef de projet. Et je peux vous dire que ce sont des projets qui sont tout à fait réalisables et réalistes. Alors sur la sécurité dans les transports, puisque vous l'avez évoqué à l'instant, La sécurité tout court. mais notamment puisqu'on parlait des transports, vous avez parlé des bus caillassés dans la cité et qu'il fallait y mettre un terme. Qu'est-ce que vous mettrez en place afin que ça cesse? Parce qu'on a eu un certain nombre de droits de retrait des chauffeurs de bus qui avaient eu des soucis dans la cité, Noé. Et j'en connais d'ailleurs un personnellement très bien, enfin un peu plus, mais j'en connais notamment un qui est un ami et qui effectivement a vécu ça avec beaucoup de chagrin et de tristesse. Ce que l'on veut, c'est restaurer la sécurité en général à Chanteloup. Alors il n'y a pas vraiment à Chanteloup, quand on connaît bien la ville, d'insécurité, ce n'est pas le Bronx, contrairement à ce qu'on dit. En revanche, il y a un sentiment d'insécurité, et ce sentiment-là, il faut le combattre. Parce que parfois, il repose sur des
des intuitions qui sont parfois erronées. Donc il faut rassurer les habitants. On veut donc créer un service de tranquillité publique pour homogénéiser l'ensemble des actions qui sont mises en place, parce qu'aujourd'hui elles sont assez dispersées. Donc le service de tranquillité publique. Il faut également revoir la composition des médiateurs, leur recrutement notamment. Nous avons demandé, en tant que conseils municipaux d'opposition, quels étaient les critères de recrutement. À l'époque, on nous avait répondu la notoriété et le charisme des candidats. C'est un critère assez subjectif, si on peut dire. Ce sont plutôt des critères politiques d'ailleurs. Oui, oui. C'est ce qu'on demande à un homme et à une femme politique. Oui, sauf que pour recruter, il faut aussi des éléments objectifs. Donc on veut revoir cela et remplacer notamment certains médiateurs qui eux-mêmes le demandent, puisque au départ, les médiateurs, anciennement messagers, c'était un peu la politique des grands frères. À Chanteloup, on a réussi à remplacer les grands frères par les grands-pères, et je peux vous dire qu'au niveau de la communication entre habitants et médiateurs, c'est parfois un peu compliqué. On a bien vu qu'un des facteurs, enfin, un des liens entre différents pavés de votre programme, c'est le facteur humain. Vous le dites vous-même à travers les médiateurs dont vous venez d'évoquer à l'instant. Alors, c'est un mot bien abstrait. Je suis un peu comme ça. Qu'est-ce que vous mettez derrière la cohésion sociale de Chanteloup? Alors, l'humain, c'est la culture, c'est le sport, c'est l'emploi, c'est l'accès au transport. C'est ne pas financer la vidéosurveillance à travers une baisse des subventions des associations qui, elles, sont au quotidien au contact des habitants. Surtout lorsque l'on sait que la vidéosurveillance, si elle peut être efficace, ne l'est pas s'il n'y a pas les moyens humains autour. Donc c'est éviter tout cela. En matière culturelle, il faut donc il y a ce comité du vivre ensemble qu'il faut mettre en place. Il y a également une médiathèque qui est le projet phare de construction que l'on veut créer. Créer également un pass culture, négocier avec les villes avoisinantes, notamment dans le cadre de l'agglomération, l'accès au théâtre, au cinéma, au stade aussi, parce que le sport, ce n'est pas simplement une pratique, c'est aussi un spectacle. La question de l'éducation aussi, qui est une question fondamentale. La réforme des rythmes scolaires n'a pas été mise en place à Chanteloup-les-Vignes en 2013, elle le sera en 2014. Je trouve que c'est une bonne décision de l'avoir repoussée à 2014 parce que ça arrivait beaucoup trop tôt pour nous. C'est la réforme qui embarrasse tout le monde, ceci dit. En revanche, il faut faire en sorte qu'elle soit mise en œuvre de façon apaisée et ambitieuse. L'ambition ne voulant pas forcément dire le coup. Vous avez évoqué la vidéosurveillance, je voudrais juste qu'on s'y attarde un instant. Est-ce que ça vous choque pas aujourd'hui que ce soit à la mode dans toutes les toutes municipalités confondues, que les choses soient très claires? Je me souviens encore une vingtaine d'années, la gauche, le Parti communiste, enfin tout le côté gauche de la société était scandalisé par la vidéosurveillance. Et aujourd'hui, mais toute mairie confondue, et très très honnêtement, c'est devenu à la mode dans tous les programmes. Je regardais le programme de quelques villes avoisinantes tenues par la gauche, la vidéosurveillance y est. On a la même chose de l'autre côté à droite, la vidéosurveillance est devenue même un facteur de publicité pour les candidats. Alors en termes de philosophie politique, ça m'embête, parce que dans la tradition humaniste et de gauche, la vidéosurveillance, qui est vraiment un objet pour surveiller les habitants au départ, marque un peu l'échec des politiques de prévention et des politiques de cohésion sociale. En revanche, il faut savoir se montrer pragmatique. Dans certains cas, la vidéosurveillance peut être utile. La RATP l'utilise, mais elle l'utilise avec des agents qui sont derrière les caméras, et au moindre pickpocket qui passe, on va l'arrêter. À Chanteloup-les-Vignes et dans d'autres villes, y compris de gauche, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que dans 50% du temps, derrière une caméra de vidéosurveillance, il n'y a personne. Et les 50% restants, c'est pour voir ce qui s'est passé avant. Donc, avec sans moyens humains derrière la vidéosurveillance, il y aura forcément un échec en matière de sécurité. Donc finalement, le marqueur, il va être qu'est-ce qu'on met derrière la vidéosurveillance? Est-ce que c'est un outil au service de la police avec des policiers qui sont suffisamment nombreux et présents pour s'en servir, mais pas simplement se réfugier derrière? Ou bien est-ce qu'on met des caméras de vidéosurveillance